Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement, ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Apprendre dès le plus jeune âge aux jeunes à ressentir ce qu'ils ont, leurs rêves, leurs ambitions font des tripes dans le cœur. Le faire monter, deuxième temps, au cerveau pour structurer, organiser une pensée, apprendre à organiser une argumentation pour convaincre et ensuite la formuler, c'est quelque chose qui doit être donné à tout le monde parce qu'on n'a pas forcément l'argent au début, le bon contexte, mais on peut, grâce à la confiance en soi, croire en ses rêves et aller au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu d'intérêt général que de développer l'oralité, la prise de parole éducative, ce que j'appelle dès le plus jeune âge, pour tout le monde, mais surtout et aussi pour les milieux populaires. La prise de parole en public, cela a été l'obsession de Stéphane de Freitas. Débarquant adolescent d'Aubervilliers à la porte d'Auteuil, il a été humilié parce qu'il ne savait pas manier les mots à l'oral comme les autres, jugé parce qu'il venait d'un autre milieu que les autres. Tout cela l'a travaillé tellement que sa vie en a été changée, transformée. Aujourd'hui, il est à la tête de nombreux projets. Eloquentia, le concours d'éloquence né à Saint-Denis, a essaimé dans toute la France. Avec son documentaire à voix haute, qualifié de laboratoire du vivre ensemble, il a inspiré de nombreux professeurs, mais surtout fait bouger l'éducation nationale, qui a réintroduit l'oralité au bac, l'éloquence au collège. Sa pédagogie est enseignée, reprise dans les manuels, ses équipes vont dans les collèges, les lycées, mais aussi dans les entreprises pour former à la prise de parole en public. Aujourd'hui, il lance Indigo, un réseau social d'entraide, du troc solidaire d'objets et de services au moyen d'une monnaie virtuelle pour concilier fin du mois et fin du monde, un slogan qu'il emprunte à la crise des Gilets jaunes. Car oui, dans ce podcast, il sera aussi question des crises que l'on traverse, de cette époque où le dialogue est difficile, où l'on n'arrive plus à s'écouter, à se comprendre, à faire société. Une époque transitoire selon lui, qui génère des tensions, mais qui est en train d'évoluer vers un mieux, de permuter sous l'effet de la société civile. Merci de me suivre et pour me soutenir, continuez à découvrir ces personnalités et leurs projets à impact. Abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le, notez-le 5 étoiles s'il vous a plu, cela m'aide et m'encourage. Impact positif, épisode 21, Andiamo. Stéphane de Freitas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Impact Positif. Vous êtes artiste, entrepreneur social. C'est vous qui êtes à l'origine du concours Eloquentia, un concours d'éloquence qui est d'abord né en Seine-Saint-Denis et qui a donné lieu à un très beau documentaire que vous avez réalisé à voix haute. Vous avez aussi publié récemment un livre, Porter sa voix, aux éditions Le Robert. Et vous venez aussi de lancer une application qui s'appelle Indigo. C'est du troc solidaire. Vous allez nous expliquer tout cela dans un instant. Beaucoup d'activités qu'on va essayer de brosser avec vous. Beaucoup de choses à découvrir pour nos auditeurs. Voilà, on commence par le début. Et le début, c'est Eloquentia, je le disais, un concours d'éloquence que vous avez créé à l'université Paris 8 à Saint-Denis en 2012, je crois. Objectif, élire le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis, âgé de 18 à 30 ans. Alors, lorsqu'on fait partie de l'aventure Eloquentia, il y a aussi tout un accompagnement, des cours, un coaching, des rencontres avec des comédiens, des avocats, bref, tout un cursus avec au bout du chemin les joutes oratoires. C'est un concours qui a rapidement fait parler de lui, qui a fait du bruit. Pourquoi ? En fait, on était en pleine crise sur la liberté d'expression en France. Je pense que depuis les 15 dernières années, c'est un sujet qui est omniprésent, que ce soit notre réflexion, notre débat sur notre identité nationale, que ce soit au moment des émeutes en 2005-2007, c'était même avant, et puis plus tard avec Charlie Hebdo, toute cette crispation sur la liberté d'expression est symptomatique d'un mal-être de la société française. Et moi, j'avais une conviction, c'était que si on recrée des cercles de discussion, de parole, de dialogue, d'échange, d'écoute bienveillant, on était capable de redialoguer. Tout simplement, je pense que l'engouement qu'il y a eu autour d'Eloquentia, c'est qu'on s'y attendait pas, qu'en plein cœur du 9-3, là où justement il y avait un moment donné, avec toutes les tensions, la montée du communautarisme, on désignait ce département comme
un no man's land perdu. Et ben en fait, c'est de là qu'est né un concours d'éloquence qui a inspiré toute la France finalement. Exactement. Est-ce que vous attendiez aussi à toutes ces rencontres humaines, à ce que cela débouche sur tant d'expériences? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça bouscule à ce point la vie de ces élèves? Alors en fait, au début, moi j'avais 2 idées. La première, c'était de créer un concours de prise de parole et de créer, vous l'avez dit, une formation. Et moi, dans cette formation, j'y ai mis les 5 matières que moi j'ai dû faire aussi dans mon parcours pour gagner confiance en moi, parce que j'ai pas toujours eu cette confiance en moi, c'est-à-dire de l'expression scénique, de la rhétorique, de la voix et de la respiration, enfin des pratiques plus artistiques. Et moi, ça m'avait transformé. Donc ça, j'avais vraiment l'ambition que ça puisse transformer les jeunes, ça c'est sûr, mais qu'en tout cas que le concours prenne ces proportions-là et qu'il y ait un engouement tel autour du concours Eloquentia, pas du tout. Alors, vous dites dans votre livre que cette prise de parole en public, elle est peu présente dans les cursus scolaires et qu'elle est évidemment source de fragilité sociale et professionnelle, que c'est un marqueur social fort. Est-ce que l'éducation, elle peut agir? Est-ce qu'aujourd'hui, elle donne des clés à ses élèves? Alors, il y a un vrai réveil au sein de l'éducation nationale, je dois dire, qui a été amorcé, qui a été amorcé il y a 10 ans, on va dire, sur la nécessité de remettre de l'oralité dans le système éducatif. C'est vrai que depuis presque 100 ans, depuis 1886, les cours de rhétorique ont été supprimés des parcours éducatifs. Et qu'en fait, dans une génération métissée, la plus métissée de l'histoire de l'humanité, si on est différent et qu'on n'apprend pas à dialoguer, on ne peut pas se comprendre. Et si on ne peut pas se comprendre, il n'y a pas d'idéal commun. On se questionne sur notre identité commune, nos valeurs communes. Et dès lors qu'on se questionne et qu'on n'arrive pas à dialoguer sur nos identités communes, on crée un vertige générationnel. Et je crois, petit parallèle, que dans le prolongement de l'engouement qu'il y a eu autour du réseau des concours Eloquentia, des concours d'éloquence de manière plus générale, de l'intérêt désormais du système éducatif qui agit pour mettre plus d'oralité, le retour du grand oral au bac, ça va dans ce sens-là. L'engouement pour le grand débat national, c'est ni plus ni moins l'engouement pour redialoguer, parce qu'on n'a plus de zone de dialogue. Donc oui, l'éducation est en train de s'emparer du sujet. Oui, parce qu'avant, les concours d'éloquence, c'était surtout dans les grandes écoles, finalement, aussi, qu'on pouvait les trouver. Mais bon, pour entrer dans une grande école, il faut tout un parcours derrière. Tout à fait. Les concours d'éloquence, c'était un petit peu réservé soit au cursus d'université de droit, soit des grandes écoles, comme vous dites. Et l'idée, c'était, à mon sens, qui était fondamental que ça puisse exister dans le système public, parce que apprendre à s'exprimer, à convaincre, à aller au bout de ses idées, de formuler ses ambitions, ses aspirations, ses frustrations, déjà que si parfois les diplômes n'offre pas toujours du boulot dans la foulée des études, au moins qu'on apprenne, qu'on s'habitue aussi à s'exprimer, à être clair, à transmettre des visions, des projets, parce qu'avant de pouvoir faire, il faut pouvoir dire. Donc vous pensez qu'on peut lutter contre ces inégalités sociales, le fait de ne pas être né du bon côté finalement, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Est-ce que ça nous poursuit toute la vie ou pas? Je pense que, aujourd'hui, lorsqu'on grandit dans les milieux populaires, à l'évidence, mais c'est aussi vrai pour la France, mais comme partout dans le monde, naître dans un milieu populaire, dans un monde qui concentre les richesses, où 26 personnes, il faut le rappeler, détiennent autant que 3,5 milliards d'individus. Donc ce schéma-là, vous le retrouvez dans toutes les sociétés. Donc il y a une base de pyramide dans les sociétés qui doit se battre, qui doit défoncer des plafonds de verre. Et c'est sûr que apprendre dès le plus jeune âge aux jeunes à ressentir ce qu'ils ont, leurs rêves, leurs ambitions, au fond des tripes, dans le cœur. Le faire monter, deuxième temps, au cerveau pour structurer, organiser une pensée, apprendre à organiser une argumentation, pour convaincre et ensuite la formuler, c'est quelque chose qui doit être donné à tout le monde, parce qu'on n'a pas forcément l'argent au début, le bon contexte, mais on peut, grâce à la confiance en soi, croire en ses rêves et aller au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu d'intérêt général que de développer l'oralité, la prise de parole éducative, ce que j'appelle, dès le plus jeune âge, pour tout le monde, mais surtout et aussi pour les milieux populaires. Et ça permet, votre méthode dont on va parler, est-ce que ça permet aussi de guérir du syndrome de l'imposteur
dont souffrent beaucoup de personnes. Et ça, effectivement, c'est transverse. Ça se retrouve aussi dans tous les milieux, finalement. Oui, complètement. Moi, je l'ai vécu un petit peu. J'ai changé de milieu social du jour au lendemain par le basket. Oui, alors justement, comme vous en parlez, finalement, vous-même, Stéphane de Freitas, si vous avez décidé de vous plonger dans cet univers de la prise de parole en public, c'est parce que vous-même, à un moment donné dans votre vie, vous êtes senti humilié par votre langage, écrasé par la différence entre vous qui veniez d'Aubervilliers et puis d'autres enfants d'un collège UP à Boulogne-Billancourt. Exactement. En fait, moi, à l'âge de 14 ans et demi, 15 ans, j'ai changé de milieu social pour le basket. C'est-à-dire que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. Et en fait, je viens jouer dans un club de l'Ouest parisien, à Rueil, et je me retrouve porte d'Auteuil. Je ne sais pas si vous avez vu ce film « Neuilly ta mère ». Oh, je l'ai pas vu, mais je vois plus ou moins c'est quoi. En fait, du jour au lendemain, vous vous retrouvez. C'était ça, en fait. Voilà, avec vos chaussettes sur le jogging, vos baggy doudounes en mode jeune de tchékard. Et on se retrouve dans un environnement où les gens sont habillés différemment de nous. Bon, ça, on s'y adapte vite, on observe, on comprend qu'il faut acheter des bateaux. Vous savez, j'avais des baskets où je mettais, et je me suis adapté un petit peu parce que je faisais un petit peu de tâche là-dedans. et derrière, en fait, il y avait une chose en revanche que tu peux pas travestir et qu'il est très difficile de changer, c'est la manière dont tu t'exprimes. C'est-à-dire que moi, j'arrivais dans un environnement social où avec mes amis, les jeunes, j'étais en mode « Ouais, bien quoi, tranquille, ça va Sylvia ? Ça fait zizir, on est hal ou quoi ?» Et en fait, on se retrouve dans un environnement où les gens vous regardent comme un intrus, comme vous jugent et préjugent de qui vous êtes et de votre sensibilité. Et en fait, quand les gens portent ce sentiment sur vous, c'est terrible. Parce que moi, je me sentais pas idiot. Je me sentais pas crétin et je ressentais en fait. J'avais de l'intuition, de l'instinct, sauf que j'avais pas été habitué à formuler, à synthétiser, à m'exprimer, à avoir du vocabulaire parce que l'appétit vient en mangeant. Si on n'est pas habitué à s'exprimer comme ça, les mots nous manquent. Donc en fait, on se renferme. Et la première chose, et je suis entré dans un cercle vicieux en n'osant plus m'exprimer. Et c'est un cercle vicieux parce que la première chose que vous observez chez quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est qu'il s'exprime pas. Oui, il préfère se taire. Il préfère se taire. Si vous deviez résumer en quelques mots ce que les étudiants retirent de ce cursus, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce qui en est extrait ? Je dirais que c'est vraiment deux grandes choses, mais il y a plein d'aspects, il faudrait leur demander parce que c'est souvent assez varié, mais la première, c'est que ça développe la confiance en soi, temps 1, par la congruence, c'est-à-dire être en alignement, réussir à ressentir ce qu'on a au fond de son cœur, j'en parlais, réussir à le structurer, temps 2, et temps 3, le verbaliser. Et quand on a cet alignement, on est dans ce qu'on appelle en congruence, c'est-à-dire centré, on apprend à se connaître, et ça forge la confiance en soi. Et le deuxième volet, c'est plutôt la confiance par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand, souvent, on a les personnes qui ont peur de prendre la parole en public ou face aux autres, souvent il y a une nervosité au début. Et cette nervosité, si on la puise dans parfois des doutes, des manques de confiance en soi. Peut-être qu'à la maison, papa monopolisait la parole avec les grands frères et nous, à chaque fois, on avait peur qu'au moment de parler. Donc il y a des choses qui sont enfouies. Donc réussir à briser ça, c'est aussi réussir à s'ouvrir aux autres. Et quand on arrive à s'ouvrir au monde, c'est le monde qui peut s'ouvrir à nous aussi. Oui, et puis on se découvre aussi, finalement. Alors, de cette expérience, naît un documentaire à voix haute avec les étudiants de la 3e promotion, c'est ça ? Exactement. Alors, on dirait presque un casting de comédiens, tellement tout sonne vrai. Vous avez réussi à mettre dedans toutes les émotions dont on vient de parler. Un film qui a eu un parcours incroyable, diffusé d'abord à la télévision, en deuxième partie de soirée. Et cette diffusion, d'ailleurs, elle va changer votre vie. On parle alors de votre concours comme un laboratoire du vivre ensemble. C'était en 2016. Vous attendiez à tout ça, finalement, parce que vous me le disiez, juste avant qu'on commence cette interview, vous avez été assailli de demandes. Ça a été incroyable. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le film sort d'abord sur une chaîne concurrente à la vôtre, à 23h, sur le service public. Et en fait, à partir de ce moment-là, on reçoit des dizaines et des dizaines de sollicitations, d'enseignants, de collèges, par centaines en fait. Et
on se retrouve le lendemain dans toutes les émissions télé, c'est-à-dire les radios, quotidiens, les JT. C'est assez impressionnant. Et on se dit qu'on a touché au vif de quelque chose qui était une vraie carence dans la société. J'en parlais. La France est un pays de débat, de disputes, mais pas forcément de dialogue. Et il y a un enjeu fondamental. Moi, je dis toujours, la France, c'est un pays qui est avant-gardiste. Il n'est pas en retard. On nous montre du doigt, là, tout le monde, là, en disant, regardez la France, Donald Trump, là, quand il nous dit, regardez la France, c'est pas le bon exemple. Mais la France est un pays qui est en avant-garde. Pourquoi ? Parce que c'est une terre d'accueil historique. Déjà, la France, à la base, c'est les Bretons, c'est les Basques, c'est les Visigoths, c'est les Normands, c'est déjà une composition. Mais aussi aujourd'hui, avec la colonisation, évidemment, c'est une terre de métissage, mais c'est aussi un carrefour entre le Nord et le Sud. À une époque où les flux migratoires ont explosé, où les distances se sont raccourcies. Et donc, c'est un carrefour incroyable et qui a face à lui un challenge énorme désormais. C'est comment, avec cette multiplicité, faire société. Et ce défi, on est en train de le vivre, nous, avant des dizaines d'autres pays, parce que les flux migratoires explosent et que dans 50 ans, pas un seul être individu n'aura pas dû faire face à un métissage. Soit sur 2 générations d'ascendants ou de descendants. C'est-à-dire que sur 4 générations, un individu qui se retrouve au milieu aura soit immigré, soit eu un enfant qui se sera marié avec une personne d'une autre culture, d'une autre religion, qui aura lui-même immigré. Donc c'est le mouvement de l'histoire. Et on le voit, les flux migratoires sont en train d'augmenter en direction de l'Afrique, en direction de l'Asie, en direction de l'Amérique latine. Et toutes les sociétés demain vont avoir des enjeux de vivre ensemble. Sauf que nous, on le fait bien avant les autres. Tout ce qu'on est en train d'inventer, d'imaginer, le retour du dialogue, de l'oralité, toutes les difficultés auxquelles on fait face, on est un laboratoire, je pense, qui va donner beaucoup de solutions dans le futur. Mais là, on se cramponne, on flippe, les médias se concentrent énormément sur l'angoisse, la peur de ce que provoque ce doute-là, mais il y a des solutions, et une d'entre elles, et j'en ai la conviction absolue, c'est qu'avant même d'être de droite ou de gauche, en marche ou en marche arrière, d'attendre des choses des politiques, la première chose, c'est que nous-mêmes, on réapprenne à dialoguer dans ce monde à voix multiples. Alors comment on fait pour réapprendre à dialoguer ? Alors, l'éducation, vous en parliez, c'est, je pense, le gros pan. Et moi, je suis très optimiste parce que je vois à quel point, vous voyez, avec Eloquentia, on intervient dans des dizaines d'établissements scolaires, des académies. Alors, comme c'est pas encore officiel, on discute avec des académies qui vont nous faire former les enseignants à la prise de parole éducative. Donc, il y a une prise de conscience. Ça passe et je veux tirer mon chapeau. Qui est suivi des faits. Exactement. Et je veux tirer surtout mon chapeau aussi aux enseignants qui eux-mêmes viennent spontanément faire de la prise de parole éducative. Oui, on sait que le changement il vient aussi des enseignants eux-mêmes, pas spécialement de l'éducation nationale. Ce sont les enseignants et c'est vrai qu'on doit leur tirer un fier coup de chapeau. Ce sont eux qui parfois prennent l'initiative pour leur propre classe. Complètement. Les enseignants, vous imaginez pas à quel point nous... Une partie de l'engouement autour d'À Voix Haute, c'est parce qu'on reçoit des dizaines de inbox d'enseignants qui nous disent « mais moi, je fais la même chose en classe », sans qu'on me l'ait dit, sans qu'il y ait la directive. Et c'est important de leur tirer, comme vous dites, un grand coup de chapeau, parce qu'on leur dit souvent « il n'y a qu'à faire, il n'y a que ça ». Alors, c'est sûr que, par exemple, là, maintenant, on leur demande de faire, depuis septembre, au collège, les profs de français doivent faire 1 demi-heure d'éloquence par semaine. On les a même pas formés à ça. Ouais. Donc, c'est vrai, on dit souvent aux enseignants, mais il n'y a plus qu'à, il faudrait changer. Ouais, mais quand vous êtes sur le front et qu'on vous dit, bah allez, maintenant c'est de l'éloquence et qu'on leur donne pas des billes. Alors là, il y a des choses qui changent. Comme je vous le disais, nous, on commence à travailler, à accompagner des académies et des enseignants. Mais voilà, il faut quand même saluer tous celles et ceux qui, depuis longtemps, ont commencé à prendre conscience que cette génération, elle avait envie de dialoguer et que les cours devaient être plus participatifs. Alors, ce documentaire, passé à la télévision, il va vous permettre en quelque sorte de vous faire faire changer d'échelle, vous, votre petite entreprise, parce que Eloquentia, Indigo, c'est votre entreprise. Des associations. Oui, mais c'est une association, mais ça vous permet quand même de rentrer, de développer un business model peut-être, quelque chose qui vous permette de multiplier votre impact. Alors, au sein moi, j'ai 2 grands projets, effectivement, Eloquentia, qui est une association, et Indigo, qui est une entreprise sociale. Eloquentia, à ce moment-là, quand il y a l'engouement, il y a une chose, c'est que c'est vrai que les fonds, les subventions et les donations ont été plus conséquentes. Et ça nous a vraiment fait du bien parce qu'on a eu des sollicitations partout en France. Eloquentia est devenu le plus grand concours de prise de parole francophone. Donc, c'est quand même devenu un symbole de la culture française.
On accompagne, on crée des formations Eloquentia dans les instituts français à l'étranger, que ce soit, voilà, bref, et puis on a des concours Eloquentia, notamment un en Algérie qui vient de se créer, en Belgique, donc c'est à l'international. Donc ça vous a permis de vraiment changer d'échelle. Tout à fait. Ce documentaire. Vous êtes présent dans toute la France, oui, avec Eloquentia, vous dispensez des formations, vous l'avez dit, dans les collèges, dans les lycées. Vous avez commencé en 2014 en Île-de-France. En 2018, vous avez formé 1400 jeunes ou plus? Alors en 2018, on est à 1400 et cette année, je pense qu'on devrait passer à près de 1800-2000. D'accord. Alors, quant au film à voix haute, après par an. Oui, par an. Je disais en 2018. Oui, tout à fait. Et puis vous vous formez aussi dans les milieux professionnels, donc vous avez bien réussi à développer votre activité. Tout à fait. Quant au film à voix haute, eh bien après sa diffusion télé, finalement, il va continuer sa route. Bien souvent, on s'arrête à la télévision. Là, c'est vous, c'est le contraire. Vous êtes passé au cinéma. Alors ça, c'est le conte de fées. C'est-à-dire, comme je disais, au lendemain de la diffusion, on voit que le projet devient viral, que des dizaines de personnes, des centaines de personnes le relaient, le partagent. Et donc, l'opportunité d'aller au cinéma se présente à nous. C'est-à-dire que des distributeurs viennent nous voir et nous disent « Écoutez, il y a la chronologie des médias. C'est impossible de sortir un film au cinéma désormais qu'il est sorti. Mais est-ce que vous pourriez le changer, l'adapter ?» Et effectivement, moi, j'avais une version avec 30 minutes en plus. Et donc, j'ai dit, mais oui, tout de suite. Donc, j'ai été mettre les 30 minutes en plus. Et il y a eu le distributeur, je lui tiens un gros coup de chapeau, Stéphane Sellerier et Valérie Garcia chez Mars Distribution, qui ont été voir le syndicat des exploitants en leur disant, écoutez, ce film, il y a les élections présidentielles qui arrivent. Les extrêmes sont hauts. C'est un devoir pour la profession de lui donner une deuxième vie, de lui redonner une deuxième actualité. Et il est sorti au cinéma, et si je ne m'abuse, c'est devenu le 5e documentaire qui a fait le plus d'entrées dans l'histoire du cinéma français. Oui, et je crois qu'il a même été nominé au César, votre film. On a perdu face à I Am Not Your Negro, qui avait gagné l'Oscar. Ça va, vous n'avez pas été vexé. Voilà, non. Alors, on parlait pédagogie, formation. C'est aussi pour cela que vous avez décidé d'écrire votre livre pour diffuser vos outils. Et donc, vous l'avez d'ailleurs un peu effleuré au tout début. Si vous deviez nous résumer en quelques phrases, en quelques étapes, votre pédagogie pour donner envie justement d'ouvrir ce livre et de creuser un peu plus, qu'est-ce que ce serait ? Alors, ça serait, vous me posiez la question sur c'est quoi les deux effets qui résultent des formations Eloquentia. Cursus Eloquentia, oui. Voilà, donc en fait, porter sa voix, c'est la pédagogie qu'on retrouve dans les formations Eloquentia. Donc d'une part, c'est réussir à développer sa confiance en soi par la prise de parole, à travers les 5 matières, l'expression scénique, la rhétorique, la voix et la respiration. Le slam, la poésie aussi, c'est une pratique, notamment pour travailler les figures de style, pour créer des images quand on s'exprime. Et enfin, une matière qui s'appelle l'aspiration personnelle. Donc ça, c'est pour travailler sur soi et aussi pour travailler en groupe. C'est une pédagogie. Il y a des conseils évidemment classiques de prise de parole individuelle. Mais moi, je le dis, ce qui est puissant, la prise de parole, ça doit se travailler aussi potentiellement en groupe. Et ça peut être au sein de la famille. C'est très bien au sein de la famille. Mais c'est aussi de s'exercer. Quand on doit prendre la parole, on le fait aussi pour les autres. Et c'est très important de le faire avec les autres, de créer des exercices où on est dans le dialogue, dans l'interaction avec les autres. Donc il y a ces deux volets-là. Et puis, comme j'expliquais, donc il y a ces 5 matières et une flopée d'exercices qui permettent aussi bien de structurer nos propres discours, de s'exercer à être en maîtrise de son corps, à bien porter sa voix soi-même, et d'exercices à faire collectivement si on le peut. Alors, depuis la sortie d'À voix haute, beaucoup de choses ont changé en France. À ce moment-là, c'est vrai que la France est encore glacée par les attentats. Aujourd'hui, on est bousculé par une autre crise, c'est celle des Gilets jaunes. La parole se libère de plus en plus, mais elle libère par la même occasion beaucoup de haine, beaucoup de violence. Est-ce qu'il est encore possible de se parler sans clash, dans le respect des autres, dans l'écoute de l'autre? On a l'impression, quand on écoute un peu les différents points de vue, finalement, qu'il n'y a plus de dialogue et que chacun campe sur ses positions, que ce soit chez les personnalités politiques, mais aussi dans la rue, finalement, on a l'impression qu'il n'y a plus de dialogue. Absolument. En réalité, il y a 2 choses. C'est qu'on est une génération qui a vécu dans une pyramide. C'est-à-dire que nos grands-parents,
eux avaient une seule chaîne de télé, l'ORTF. Le général arrivait à 20h, tout le monde buvait sa soupe et buvait en même temps le roman national ou ce qu'on avait envie de nous dire. Dormez bien, braves gens. On a eu 6 chaînes de télé, les hertziennes, puis numéricables, puis le câble, puis toutes ces choses-là, avec désormais des milliards d'émetteurs et de récepteurs d'informations. On est dans une grande agora, où désormais tout le monde peut parler sur les réseaux sociaux, sans forcément s'écouter. Et pour se faire entendre, c'est classique, hein, il faut gueuler, il faut crier. C'est super, tout le monde peut dire ce qu'il pense, faire relater ses drames personnels, des injustices, ça c'est le côté fabuleux de cette génération. Tout ce qui était enfoui sous le tapis désormais éclate au grand jour. Mais ça crée un sentiment de brouhaha, de cacophonie, avec un grand acouphène. Vous le parliez de la clash culture. Quand on va dans les médias, moi depuis que je suis sorti avec Eloquentia à voix haute et même récemment avec Indigo, je suis invité dans les plateaux télé. En fait, on a 5 minutes sur un plateau télé. Donc comment ne pas faire autrement que d'être percutant pour frapper les esprits, pour faire des punchlines. Les punchlines, c'est... Enfin, on peut être percutant et bienveillant, quelque part. Et bienveillant. Mais quand on est un homme politique et qu'on vient sur un plateau télé et qu'en fait, pour se faire entendre et pour se faire remarquer, il faut dire que ça va pas ou au contraire que ça va. Et donc, on est obligé de rentrer dans une génération où le dialogue est assimilé à un sport de combat où il faut être percutant, frapper les esprits et les interfaces de dialogue bienveillantes et constructives, en fait, ont eu du mal à être présentes. Et il n'y a qu'à voir l'engouement des Français pour le grand débat. J'en parlais, le grand débat, c'est quoi ? C'est qu'en fait, partout, il y a eu des agoras qui se sont créées, hors du temps médiatique, hors du temps court. Ça a duré 2, 3, 4 heures. Il y en a qui ont duré des journées. Et en fait, les gens prenaient le temps d'échanger, de dialoguer, de s'écouter. Et je pense que c'est très bien. Je ne critique pas les médias. Et aujourd'hui, il y a tellement d'informations que c'est difficile de capter l'intention de tout le monde. Donc, on est obligé d'être dans ce temps court. Et il y a des choses positives. Mais je dis que dans la vraie vie, à l'école, au boulot, au niveau de sa ville, c'est fondamental de recréer des agoras où on prenne le temps d'échanger, de dialoguer et de s'écouter. Et vous voyez, regardez, notre génération, elle permet aussi des podcasts comme celui-ci. Elle permet des chaînes YouTube où des gens prennent parfois le temps d'échanger. Oui. Mais en tout cas, on a été pris de vertige au cours de ces 15 premières années, on a été pris dans un vertige de voir tout un tas de tribunes, une multiplication des tribunes. Et finalement, l'homme retient souvent ou est attiré par la violence, par la peur. Et c'est souvent ces propos-là, d'ailleurs, qui sont dominants. On en parlait juste en off avant l'émission, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'à voir les chaînes d'information. Même si, de plus en plus, dans les médias, dans les JT, on voit de l'information solution et positive émerger, mais globalement, ce qui marque, et c'est comme dans la vraie vie, on est beaucoup plus marqué par une gifle ou par quelqu'un qui vous fait une égratignure. L'égratignure, elle nous marque parce que la douleur reste, que par quelqu'un qui nous fait une accolade ou nous embrasse. C'est quelque chose qui relève de l'humain. Et je pense qu'on a un gros enjeu dans le dialogue de société, c'est de pousser le dialogue constructif et positif. Mais comment on fait quand on va plus à l'école ? Parce que tout à l'heure, vous me disiez, il y a l'éducation. Il y a l'éducation qui peut régler ça, qui peut réapprendre finalement aux élèves, aux futurs adultes à dialoguer, à s'écouter. Comment on fait quand on est une personnalité politique ou un militant et qu'on campe sur ses positions, qu'on n'arrive pas à écouter l'autre, qu'on n'arrive pas à dialoguer ? Et que le seul message finalement qui est délivré parfois, c'est celui de la violence. Complètement. Moi, je pense qu'il y a en fait quelque chose, il y a quelque chose qui relève de la philosophie. C'est-à-dire que on va vers un monde co-construit, où tout le monde va avoir voix au chapitre. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un décalage entre les infrastructures. Alors là, je parlais de la pyramide des médias, mais la pyramide politique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un monde où on était dirigé par des politiques et désormais la société civile veut avoir voix au chapitre. Donc il y a une horizontalisation. Donc ce qui se passe aujourd'hui, il y a une friction entre des pouvoirs politiques représentants qui appartiennent à une ancienne manière de diriger, et il faut quand même des dirigeants, mais où la société civile ne croit plus dans leur force d'impulsion. Moi, ma conviction, c'est que le politique, puisque là on parle de la parole politique, de citoyenne, c'est qu'en fait, le politique aujourd'hui ne va plus être force d'impulsion. Il va pouvoir être un encadrant, un organisateur, mais la société civile est en train de se lever. On arrive
à quelque chose de plus en plus participatif et une démocratie participative. Et aujourd'hui, les paroles militantes se confrontent beaucoup à la parole de l'institution. Et c'est bien compliqué. Moi, je plains beaucoup le politique. Moi, je plains terriblement le politique. Parce que, imaginez que nos politiques aujourd'hui nous disent « Bon, bah allez, on abandonne. Oui, effectivement, on ne peut plus rien faire. » Ce serait hyper angoissant. Donc, on est dans une transition où le politique, et moi, parfois j'en côtoie, enfin, j'ai pu en croiser certains et dialoguer avec certains qui me disent « Mais vous avez raison dans ce que vous faites. » Et la machine elle-même sait qu'on arrive dans une nouvelle ère. Mais tout ça va prendre du temps. Oui. Et en attendant, ça crée des dialogues de friction. Mais je pense qu'on est en train de permuter. Et malgré tout, on n'est pas encore dans la guerre civile. Il y a des tensions et c'est normal. Mais moi, je suis très, très optimiste sur le nouveau monde qu'on est en train de dessiner. Alors, votre dernière actualité, vous la puisez finalement aussi dans cette crise des Gilets jaunes, parce que votre propre slogan, vous le prenez à cette actualité, réconcilier fin de mois et fin du monde. Vous avez lancé une application qui s'appelle Indigo. C'est du troc solidaire, troc d'objets, de services, une application d'entraide avec une monnaie virtuelle, une monnaie qui s'appelle les Digo, qui ne sont pas convertibles en euros. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. En fait, c'est très simple. Dès que vous avez besoin d'un objet ou d'un service, Sylvia, vous allez sur l'application, on vous connecte à la personne qui est prête à vous l'offrir gratuitement. Et donc, vous accumulez des Digo. Alors, pourquoi est-ce qu'on crée ça ? C'est qu'en fait, tout simplement, là, on est en ligne depuis 8 jours. Il y a 20 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Plus de la moitié qui proposent un objet gratuitement. C'est-à-dire que là, vous allez sur Indigo, vous voyez, vous avez des milliers de gens et des milliers d'objets et de services que les gens sont prêts à vous offrir gratuitement. Ce qui se passe, c'est pour que le système ne soit pas tué par des gens qui viendraient que consommer, pour qu'il soit viable, on a créé un système de monnaie où on vous donne des Digo à l'entrée, vous consommez tout de suite ce dont vous avez besoin, mais quand vous n'en avez plus, c'est à votre tour d'offrir. Et en fait, là, ce que je viens de vous expliquer, c'est ni plus ni moins que la base, ce qui était à la base la monnaie, le système économique à la base. Ouais. C'est juste un système qui propose un système complémentaire. On est complémentaire à l'actuel, on ne peut pas bosser dans l'univers Indigo, on peut m'essuyer des coups de main, recycler des objets qu'on a chez soi pour les donner à des gens qui en auraient besoin. Et enfin, ce qui est à la genèse d'Indigo, c'est que je pense qu'il y a 2 grands défis générationnels qui se lèvent devant nous. Le premier, c'est la crise environnementale. Et le second, c'est la difficulté de millions de gens à ne pas avoir accès aux objets et aux services élémentaires dans un monde où les 26 personnes les plus riches détiennent autant que 3,5 milliards les plus pauvres. C'est-à-dire que 26 personnes détiennent autant, Sylvia, que si on concentrait les gens les plus pauvres au monde dans 3 continents, l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique. Si on y concentrait les gens les plus pauvres, ces gens détiendraient autant que 26 personnes. Notre vertige générationnel, que ce soit les jeunes dans les banlieues qui dénonçaient le système, les théories complotistes, etc., que ce soit les bonnets rouges en Bretagne, que ce soit les nuits debout, que ce soit désormais de plus en plus de couches de la société française à travers les gilets jaunes, même s'ils ne sont pas dans la rue. Il y a toutes des strates de la société française et dans le monde qui sont en train de monter l'aberration de ce système. Et ça gagne tout le monde. Ouais. Et le prochain défi, c'est de se dire, mais comment ça se fait que dans le monde, 700 millions de gens, 8 millions rien qu'en France, ne savent pas ce qu'elles vont manger ce soir ou n'arrivent pas à terminer la fin de mois. 8 millions, Sylvia, rien qu'en France. Donc en fait, il va falloir qu'on invente des systèmes complémentaires le temps que le système, lui aussi, se corrige. Lui aussi le système politique va devoir s'adapter, le système capitaliste, économique vont devoir rentrer dans des logiques redistributives où ça va être la casse. Donc, dans l'histoire, on a vu que quand la société se soulève, ça change forcément. Donc moi, je suis très optimiste, il va y avoir de la casse, mais les milieux économiques vont devoir rentrer dans des logiques redistributives colossales. Mais en attendant, on a proposé ce système-là et on est assez étonné de voir l'engouement incroyable qu'il y a autour de la plateforme. Oui, vous êtes soutenu par beaucoup de personnalités du monde de la culture qui vous aident effectivement à sensibiliser dans différents milieux. D'ailleurs, le développement de cette application, ça a coûté assez cher, 600 000 €. Comment vous avez trouvé les fonds pour développer tout ça ? Alors ça, c'est le montant que j'ai dit ça effectivement dans un journal parce que j'ai décidé de tout raconter. Comme c'est une aventure. En revanche, c'est ce que ça aurait dû coûter. Nous, on a fait avec des bouts de ficelle, des développeurs qui ont accepté de faire des sacrifices, mais comment est-ce qu'on a fait c'est vraiment l'histoire. C'est l'histoire de gens qui ont voulu proposer une solution.
des développeurs qui ont fait des sacrifices. On a trouvé Indigo est une entreprise sociale qui est détenue principalement par une association, ce qui n'est jamais vu dans l'histoire de la tech. Donc c'est vraiment un défi. Et aussi de tester notre génération. Vous savez, Sylvia, s'il y a 1 million de gens qui utilisent le système Indigo, on résout des millions d'inégalités. C'est aussi intéressant de voir, là on vient de se lancer, 20 000 en une semaine, et vous le dites, des artistes comme Mathieu Chédid, comme Kerry James, qui vient de nommer Orelsan aujourd'hui. Alors, c'est assez incroyable. Challenge, proposer quelque chose sur le réseau. Voilà, c'est incroyable. Est-ce que la société va y répondre? Ça va être aussi intéressant de questionner notre génération. Peut-être que le projet Indigo arrive trop tôt, même s'il est inéluctable. Hein. Bon, peut-être qu'on va se planter, mais le gamin qui a 15 ans, qui a 16 ans, qui va peut-être entendre parler d'Indigo, ce sera peut-être lui qui fera dans 10 ans en sorte que des millions de gens l'utilisent. Mais le système Indigo est inéluctable. Ça, je vous le dis, en plus c'est enregistré. Comme c'est le prochain défi générationnel, Qu'est-ce qui est inéluctable? Le système d'entraide, le fait qu'on s'entraide, qu'on essaie soi-même de s'aider via un réseau? Tous les systèmes d'échange complémentaires. Ça peut être des monnaies locales, ça peut être des AMAP, des accorderies, ça peut être le système Indigo. Mais ces systèmes complémentaires, le temps que le système classique rentre dans une logique de redistribution et de répartition des richesses en France et dans le monde, ça va prendre peut-être 50 ans, 100 ans. Mais on va avoir de l'émergence de la société civile qui va proposer des solutions d'entraide. Et il y a déjà des apps qui existent. Ne serait-ce que, on va parler du plus connu, Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est déjà quelque part cette philosophie. Donc la société civile est en train de s'organiser face à ces déséquilibres-là. Stéphane de Freitas, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic et c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière? Je vais vous dire, je crois que je l'ai reçu. Et c'est celui de mon père. Mon père, il était coach de basket. J'ai fait du basket et il m'a dit, tant que le match n'est pas terminé, tu ne lâches rien. Et je crois qu'en fait, j'ai jamais rien lâché. J'ai mis 7 ans à développer Indigo. Eloquentia, pendant 3 ans, m'a pas donné 1 euro pour que je lance le système. Et vraiment, je l'ai reçu. Et j'ai envie de le partager. C'est quand on a une idée, quand elle touche à notre cœur et notre tripes, mais c'est de coûte que coûte ne rien lâcher, même dans les périodes de doute. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir? Nelson Mandela. J'aurais rêvé... Mais en fait, je pense que c'est plutôt le rêve de pouvoir même échanger ou dialoguer 2 minutes avec lui, plutôt qu'avoir de mentor. J'ai mélangé un peu la question, mais j'aurais adoré pouvoir boire un café avec lui. C'est juste Comme ça. beaucoup d'ailleurs. Ouais. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si j'avais pas... J'ai eu un... J'en parle assez peu, mais j'ai eu un accident qui m'a permis de prendre conscience à l'âge de 24 ans, 25 ans, qu'en fait, le temps pouvait passer vite et qu'il fallait impérativement aller au bout de ses rêves. Et à 25 ans, c'est ce qui m'a donné la force d'ouvrir une fenêtre dans ma vie, de tout plaquer et de lancer Eloquentia, de lancer la réalisation. Parce que vous veniez de vous engager dans une voie classique, on va dire. Vous étiez employé quelque part. Et vous allez tout plaquer pour lancer Eloquentia. Voilà, j'étais doctorant et en cabinet de droit des affaires et j'ai eu cet accident et je suis revenu, j'ai vu mon boss, qui était Jean-Michel Darrois, Pierre Dupré, qui était un très grand avocat et à qui j'ai dit, je vais avoir besoin là pendant 1 an ou 2 de tenter des choses qui me tiennent à cœur. Et en fait, c'est devenu Eloquentia, à voix haute, Indigo et maintenant, je suis plus jamais revenu au cabinet d'avocat. Ça dure depuis plusieurs années, on va dire. Votre plus bel échec? Mon plus bel échec... j'ai lancé une start-up à 18 ans qui s'appelait Le Beau Labo. Et c'était en fait une plateforme qui avait vocation à vendre des objets du quotidien. Alors c'était des séries limitées, c'était complètement mercantile. Je me suis complètement planté. J'avais fait ça en marge de mes études. En plus, ça a été une année très intense. Mais aujourd'hui, 7 ans plus tard, je me retrouve à lancer un réseau social et j'en ai tiré énormément d'enseignements. Et c'était déjà il y a 13 ans, quoi. Une qualité essentielle pour entreprendre? Je crois que j'en ai parlé, c'est l'endurance.
c'est une course de fond. Faire émerger une idée, la faire partager, c'est la faire adopter, c'est de l'endurance. Et c'est du doute permanent. Et même le moment où ça commence à prendre, il y a la possibilité que ça puisse tomber. Donc c'est une course de fond. C'est une course de fond. De toute façon, je trouve que globalement, la vie est une course de fond. Pour tout le monde, c'est vrai. Voilà. Un conseil que vous donnez tout le temps ? De jamais rien lâcher. Enfin, c'est le conseil dont je parlais, mais c'est surtout d'être en congruence avec nos rêves, ce qu'on a envie de faire. On a tous, je crois, un message, une chose à délivrer. Et de bien identifier ce message et ce pourquoi on est fait, derrière de réussir à en prendre conscience, le verbaliser et surtout le faire. Et c'est ça, je crois, qui nous rend heureux. C'est que moi, j'ai peut-être pas choisi la vie la plus rémunératrice, mais par contre, j'ai une vie où je m'éclate à faire des projets sociaux où je sais que j'étais fait pour ça. Et donc voilà, de réussir à se rencontrer, puis derrière à faire ce pourquoi on a le sentiment qu'on est fait. Alors dans ce podcast, il y a beaucoup de mes invités qui utilisent le terme de l'alignement, voilà, qui me disent je me suis aligné, j'ai trouvé mon alignement. Vous l'avez déjà dit d'ailleurs dans cette interview, vous avez déjà dit aligné, donc vous êtes d'accord avec ça ? Mais à 1000%, à 1000%. Alors, enfin, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir et qui ne savent pas comment ? Alors, vous leur avez déjà donné quelques petits conseils tout au long de cette interview, mais qu'est-ce que vous leur diriez là en une seule phrase ? Je dirais qu'en fait, on peut tous agir à son niveau. Tout le monde n'a pas besoin d'être entrepreneur social, mais tout simplement dans les comportements du quotidien, au niveau du dialogue de société. Quand une personne est différente de nous, pense différemment de nous, d'être dans le respect, la bienveillance, remplacer le jugement par du questionnement. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça ? Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Donne-moi des exemples, plutôt que de dire mais c'est n'importe quoi, c'est débile, c'est fou. Ça, c'est plutôt sur le dialogue, parce que je pense que pour refaire notre société, qui est une société qui est appelée à être co-construite, il va falloir qu'on réapprenne à échanger dans le respect, l'écoute et la bienveillance. Merci beaucoup Stéphane de Freitas. Où peut-on prendre des nouvelles d'Indigo, d'Eloquentia, de tous vos projets ? Alors Eloquentia sur eloquentia.world et Indigo sur indigo.world. Voilà, c'est simple. Voilà, et sur tous les réseaux sociaux ? Et sur les réseaux sociaux, Indigo Community, et évidemment, et Eloquentia sur les réseaux sociaux, on le trouve. Et participer aussi au challenge. Là, on vient de lancer le challenge Indigo, c'est très simple. L'idée, c'est de se dire que si tout le monde propose un objet qu'il a chez lui et qu'il est prêt à recycler, qui va sur les réseaux sociaux et qui nomme à son tour 3 copains pour leur dire vous aussi, postez quelque chose. Si on a le soutien des artistes et peut-être de plus en plus des médias, on est potentiellement capable de créer une chaîne d'entraide et un nouveau système. Donc voilà, ça c'est l'actualité. Merci beaucoup Stéphane de Freitas et bonne route à vous. Merci. Super, c'était Génial. Hyper intéressant. Merci. Merci. Non, c'était très bien. C'était très bien, c'était un super échange. Bravo aussi à vous. Enfin, quand les journalistes connaissent très bien le sujet, c'est toujours plus agréable. C'est gentil, c'est gentil. Non, mais vous avez aussi beaucoup de choses à dire, donc ça aide, forcément, sur les longs formats. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucun épisode et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram ou encore sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel pour toutes les infos et à très vite.